Start. Allez. Allez. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Champser, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom, pour parler de ses multiples vies au sein de sa très courte vie au final, parce qu'il va nous en avoir encore plein d'autres. Bonjour à tous, alors je suis Patricia Paragnati, j'accompagne les quarantenaires qui se sont trompés de chemin de vie et qui à un moment se réveillent en se disant mais j'aimerais tellement faire autre chose. Donc le but de toute notre petite série de vidéos actuellement, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul un matin à vous lever en vous disant c'est pas la vie dont j'avais rêvé et pourtant j'ai tout pour être heureux mais je ne le suis pas. Voilà, on a tous plus ou moins passé par un moment comme ça, donc la perte de sens, la peur du changement n'est pas forcément un signe de folie, comme on me l'a dit très récemment. Voilà. Donc, Olivier a été... il va se présenter juste pour dresser un rapide tableau. Olivier sort d'une école de commerce. Il a travaillé dans une banque, dans un groupe alimentaire. Il a été boulanger. Il a repris des études comme neurocoach. Et aujourd'hui, il se lance dans le coaching après avoir refait un bref passage en boulangerie. C'est bien ça? C'est ça, absolument. Très rapide voilà. Et très complet, on va dire. Voilà. Alors, ton parcours de changement, il démarre. Donc, tu as fait une école de commerce. Qu'est-ce qui t'a attiré au final, au démarrage? J'ai jamais su ce que je voulais faire. En fait, je l'ai choisi par défaut. J'ai eu un bac par défaut, puisque j'étais mauvais élève, on va dire. Je ne me suis jamais donné les capacités, enfin les moyens de faire ce que j'aurais pu faire si j'avais bossé. Je ne trouvais pas de sens. Pour moi, j'avais pas de sens dans le bac, j'avais pas de sens dans des études supérieures. Et en fait, c'est mes parents qui m'ont dit, j'étais inscrit en fac de droit, parce que je ne savais pas quoi faire. Et ils m'ont dit, tu devrais essayer l'école de commerce. Pour faire plaisir, j'ai dit j'y vais, j'ai tenté le concours, j'ai eu le concours, je suis rentré à l'école de commerce. Voilà. Maintenant, et là, tu dis, oh zut. Fallait faire quelque chose, fallait remplir. Donc, en fait, je remplissais du vide par du pseudo-vide. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai rien appris, ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas apporté, mais bon, c'est pas. Moi, j'aurais fait autre chose. Je pense que j'aurais été ingénieur, j'aurais construit des ponts et des routes. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense que je suis en train de faire. Ah oui, c'est une autre forme de pont et de route, en effet. Ils sont dans la tête, mais tout à fait. Donc, tu démarres ta carrière dans une banque, là pareil, du coup, en remplissant le vide, parce que c'était dans la lignée, on va dire, de ton diplôme. J'étais embauché avant de quitter l'école. C'est fantastique. Ah, c'est génial. C'est génial. Ça ne rend pas forcément heureux, cela étant, mais c'est génial. À l'époque, c'est bien. À l'époque, c'est bien. On est jeune, on se lance, on a un boulot, on peut commencer à penser à s'acheter une voiture, à s'installer avec la copine, tout ça. Donc, c'est génial. Tout va bien. Oui, c'est vrai que dans un premier temps, on va se projeter sur du matériel. On va. J'ai connu ce passage-là aussi, puisque j'ai été embauchée, moi, par la société Lalique. Je n'avais pas encore mon diplôme non plus d'école de commerce. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un certain confort de vie. Donc, après, du coup, toi, tu vas passer sur de l'agroalimentaire. Donc là, c'est pareil, il se passe quoi? Parce que tu vas changer de métier quelque part. Oui, je vais rester dans les finances malgré tout, puisque je serai au siège et je m'occuperai de la partie financière des artisans boulangers, aussi bien en financement qu'en suivi des comptes clients, des encaissements, et qu'en recouvrement, parce qu'il y a aussi de la casse. Donc, je vais rester dans le même domaine, mais je vais avoir une activité qui va être plus sédentaire, pardon. Voilà, je ne vais pas aller en clientèle de la même manière, où je n'interviendrai en clientèle que sur les gens qui ont des grosses difficultés, des gros problèmes, pour aller voir ce qui ne va pas et remettre les choses d'aplomb. En fait, j'aime bien les là, il y a quelque chose qui va résonner ou qui va au contraire dissonner, Il y a quelque qui va chose. entraîner. Il y a quelque chose qui résonne, et on en parlera après, qui explique un petit peu la suite de mon cursus, c'est d'aider. Quand j'allais chez des boulangers en difficulté avec guillemets, entre guillemets, en fait, derrière, j'avais des familles. C'est-à-dire que le gars, il fait du pain, mais il bosse avec sa femme qui est au magasin, et souvent, il y a les enfants derrière. Et les boulangers, ils ont rarement 60 ans.
ils ont 20, 30, 40, c'est des jeunes qui s'installent et qui sont, voilà. Et quand ça merdouille, c'est pas que l'affaire qui merdouille, c'est-à-dire que derrière, c'est des entreprises individuelles et ça remet en cause toute la vie familiale, tout le fonctionnement, parce que si l'affaire, elle passe en liquidation judiciaire, c'est des gens qui n'ont plus rien, avec toutes les conséquences humaines qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, toi, tu le vis comment? Parce que tu es celui qui va venir justement réclamer ces fameuses créances. Je viens réclamer mes créances, mais je suis aussi appelé, je vais dire, en pompier, ou dans la mesure où les meuniers prêtent de l'argent au boulanger, et surtout quand le banquier ne suit plus, quoi. Et moi, ma philosophie, c'était de dire, ouais, on peut éventuellement mettre de l'argent, c'est moi qui vais présenter les dossiers en comité d'engagement, mais j'ai besoin de savoir pourquoi aujourd'hui ça ne va plus ou ça n'a plus été. Et peut-être qu'il ne faut pas mettre les 10 que vous nous demandez, peut-être qu'il faut mettre 15. Mais avant, on va chercher la cause du problème et on va surtout mettre en place les actions pour éviter que ça se… Voilà, parce que si on met 10 ou qu'on met 15 et que dans 2 mois ou dans 2 ans, on se revoit, j'aurais pas fait mon job, quoi. Donc, finalement, tu fais toujours le même métier qu'aujourd'hui. C'est le même métier qu'aujourd'hui. La seule chose qui change, c'est les outils et les moyens et l'approche. Mais derrière, la philosophie reste la même. Ça reste d'aider les gens et disons que j'ai développé un petit peu cette partie-là. Aujourd'hui, je vais plus loin dans le domaine, quoi. Hier, c'était beaucoup plus limité puisque je n'avais pas d'action réelle sur la vie des gens. J'intervenais sur leurs affaires. Sur leurs affaires, oui, enfin, ça a quand même une action. On sait très bien, on va dire aujourd'hui qu'on est une société, enfin la société française et puis même la société européenne attache énormément de valeur à l'argent. Donc, à partir du moment où tu vas amener une transformation au niveau d'une entreprise, tu amènes une transformation aussi au niveau de la vie, c'est ce que tu viens de dire. Mais mon job s'arrêtait là. Voilà. J'allais pas au-delà. Donc, après ça, finalement, c'est toi qui vas endosser la vie du boulanger après un bref retour sur les bancs de l'école. Alors, non, alors déjà, je quitte ma région d'origine du groupe agroalimentaire. Je décide de descendre dans le sud, donc de migrer avec femme et 3 enfants à 800 km pour reprendre des études, puisque là, j'ai été préparé un master. Je me suis retrouvé sur cette région du sud-ouest après une année de formation extraordinaire où j'ai appris de nouvelles techniques et où j'ai acquis de nouvelles compétences aussi bien en management qu'en gestion d'entreprise. Au-delà des chiffres, là, on retouche vraiment l'aspect humain des choses. Et donc, après avoir trouvé effectivement du travail sur le coin dans une grosse boîte de transport, là, je décide de partir pour me réorienter vers la boulangerie en apprenant à faire du pain. Voilà, il y a eu un petit laps de temps complémentaire. Donc, j'ai passé le CAP. L'objectif, c'était de moi m'installer, de devenir mon propre patron réellement et de faire quelque chose avec mes mains puisque j'avais besoin de dépenser de l'énergie physique. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans la tête? Parce que tu es passé de la finance à la boulangerie. Tu as trouvé un sens où tu continues finalement ton action de remplissage ou de pseudo-remplissage ou le sens se dessine petit à petit? Alors, le sens se dessine petit à petit puisque, ouais, il y a… Non, je me suis pas… En fait, j'ai passé ma vie jusqu'à ce moment-là à faire des choses, mais qui ne s'inscrivaient pas dans quelque chose de continu et de concret. Enfin, je le voyais pas comme ça. Pour moi, c'était des spots. Je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Et d'ailleurs, on me reprochait, ou mes parents, par exemple, me disaient que j'étais quelqu'un d'instable, qui passait d'un boulot à un autre. Moi, je disais 5 ans à droite, 7 ans de l'autre côté. Après, je reprends des études. Oui, mais pour moi, ce n'est pas de l'instabilité. Mais je n'arrivais pas à le rattacher à un fil directeur. Quand j'ai décidé d'être boulanger, pour moi, c'était quitter quelque chose de purement intellectuel pour aller quelque chose qui mariait l'intellectuel, puisque j'ai utilisé ce que je savais faire, les compétences que j'avais au niveau gestion et tout ça. J'ai mis en place mes propres outils pour suivre mon activité, mais je rentrais dans une notion où je fabriquais des choses avec mes mains. D'ailleurs, on est artisan, d'accord? Art, il y a la notion d'art, et faire du pain, c'est de l'art. Parce qu'avant, je pensais que c'était très simple. J'ai commencé avec une machine à pain et au fur et à mesure que j'ai appris le métier et plus je me suis projeté dans cette activité à faire du pain. Je me suis retrouvé à faire du pain au quotidien. Voilà, comme je dis maintenant, à aligner des baguettes, quelques centaines de baguettes par jour.
Mais en fait, il y a un autre rapport qui se fait. Je sortais de la tête pour aller vers quelque chose qui était vraiment concret, qui était physique, et par une relation au vivant. La pâte, c'est pas à la base, vous mélangez, c'est magique. On met de la farine, on met de l'eau, on met du sel, on met de la levure dans un pétrin, voilà, on fait tourner tout ça. Et au bout de 10 minutes, on a une matière qui se tient, une matière que vous pouvez étirer, une matière que voilà, vous tapez dessus, qui a une résistance, voilà, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui, on part d'une recette, mais à chaque fois, on va avoir quelque chose qui va être différent. Et il va falloir s'adapter en permanence, il va falloir être beaucoup plus subtil dans son approche des choses, beaucoup plus instinctif et intuitif, parce que ça va dépendre du temps, ça va dépendre de la période de l'année. Voilà, par exemple, un 20 degrés en été, ce n'est pas un 20 degrés en hiver. Et il a beau faire 25 degrés dans le fournil, la pâte ne va pas réagir de la même manière, donc il faut être à l'écoute. La pâte ne parle pas. La pâte, je vais dire, elle paraît inerte, mais elle est loin d'être inerte. Donc, il y avait une relation, enfin, il s'instaurait tous les jours une relation avec cette pâte pour, partant d'ingrédients séparés, arriver à quelque chose qui était quelque chose de beau, de joli et de bon, et en plus qui prenait une dimension complémentaire, c'est-à-dire que le pain, traditionnellement, c'est quelque chose qui se retrouve sur la table des gens, des familles. Donc, en fait, faire du bon pain, ce n'est pas simplement remplir un magasin pour avoir un joli étal et faire envie aux gens. Bien sûr, ça fait partie du commerce, on va dire. Et, mais derrière, il y avait, voilà, j'ai nourri des familles. J'ai fait quelques kilos, quelques tonnes de pain. J'ai nourri des familles et surtout, c'était une manière, je l'ai conscientisé après, mais une manière, ben voilà, je rentrais un petit peu dans la vie des gens parce que même si ce n'était pas conscient chez eux, je participais aux repas familiaux, voilà, Noël. Tu t'invitais à la table. Je m'invitais par l'intermédiaire de mon pain, donc et les gens qui revenaient parce que le pain était bon, etc., ben, je veux dire, il y avait une notion de récurrence dans la présence. Ce que je répète. D'accord. Il y a un aspect méditatif dans ce que tu décris, dans cette relation où finalement tu vas lâcher prise sur l'intellectuel, et c'était ce qu'a priori tu cherchais depuis le démarrage. Oui, il y a une notion effectivement, c'est un bon mot, c'est un méditatif, il y a une notion on fait corps avec la matière à ce moment-là, parce que quand on est tout seul dans son fournil, qu'on est avec sa pâte et qu'on est en train de fabriquer ses baguettes, il n'y a rien d'autre qui se passe dans la tête. On est vraiment dans l'instant présent, vraiment dans l'action présente. Voilà, et l'esprit, en fait, l'esprit vient guider les mains, et les mains viennent guider l'esprit, puisqu'il y a tout cet aspect touché. Qui est très important. Voilà, c'est très tactile en fait. Tout passe par les mains. On ne peut pas faire du pain avec des gants, par exemple. On a besoin de toucher, de mettre les mains dans la pâte. C'est vrai que c'est un contact qui est agréable. Oui, et donc bien, je le fais, moi. Au final, au bout de, voilà, bah, quand on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 8 heures à bosser pratiquement tout seul avec sa pâte, oui, bah, il y a une notion je ne vais pas parler de transe, mais dans la répétition des gestes, il y a une notion de rythme qui fait qu'on s'absorbe, on est absorbé dans l'activité. Voilà, on est absorbé dans l'activité. Donc après, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va t'entraîner ou t'inciter à passer à autre chose au final? Alors, il va y avoir… alors, comme je le dis, en fait, enfin, je le dis quand je parle un petit peu de mon histoire, et là, je n'en ai pas parlé, c'est que ce qui a été l'élément déclencheur pour reprendre des études, il y a eu une notion alors, je ne vais pas parler de burn-out, mais d'épuisement intellectuel et de besoin de passer à autre chose, de voir les choses autrement. Il y avait un bouillonnement intérieur qui était présent, que je calfeutrais au fur et à mesure des années et qui a fini par exploser au point que je ne pouvais plus. Alors, c'est pas… Donc, il est parce que quand tu parles de ton pain, tu es super animé, tu es beaucoup plus animé que quand tu nous parles de ton école de commerce. Ouais. Bizarrement, hein, ouais. Bizarre, hein. Du coup, il va être dû à quoi ce burn-out? Il va être dû à… qu'est-ce qui va te manquer à ce moment-là, ou qu'est-ce qui ne va pas te remplir suffisamment?
je me rends compte avec le recul, là, il m'a fallu quand même quelques années derrière pour conscientiser ça, que je me suis toujours laissé, pas porter, mais trimballé par ma vie. J'ai beaucoup fait pour faire plaisir. Mon bac, c'était pour faire plaisir à mes parents. Mon école de commerce, c'était pour faire plaisir à mes parents. Euh, et la banque, c'était pour faire plaisir à mes parents parce que ça donnait un statut, une situation, c'était dans la suite logique des choses. Alors, je parle de mes parents, mais j'ai toujours essayé de faire plaisir. C'est un besoin de reconnaissance, c'est un besoin d'être aimé, c'est un besoin de plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et en fait, la seule personne à qui j'ai pas prêté attention et à qui j'ai pas fait plaisir ou que j'ai pas suffisamment respecté, c'est moi-même. Donc, il y avait une notion récurrente, régulière de manque de sens. Pas Ouais. envie, mais je me forçais parce qu'il fallait. Voilà, une notion, une injonction intérieure Injonction, ouais. qui m'a été inculquée par mon éducation. Voilà, il faut prendre en charge, être responsable et assumer. En fait, c'est les grands mots, ça. Qu'aujourd'hui, je veux plus. Ça ne veut pas dire que je suis irresponsable, mais bon, des fois. Euh, et jamais il y a eu de sens en fait dans tout le fil que je viens de vous dérouler jusqu'à l'instant où j'ai décidé en fait de faire une vraie rupture. Le burn-out, c'était un signal. Et il m'a fallu encore 1 ou 2 ans derrière pour prendre la décision de tout couper. J'étais reparti, enfin, j'avais fait des études, mais j'étais reparti à nouveau dans la gestion. Et il a fallu que franchement, je me fâche avec mon patron et que lui se fâche avec moi pour que je m'en aille et que je décide de commencer à m'intéresser à moi en passant CAP de boulanger. Ce que beaucoup de gens autour de moi n'ont pas compris. Et je me suis réenfermé en fait parce que j'en ai dépeint quelque chose de très bien, c'est l'image que je veux en garder maintenant, mais je me suis retrouvé réenfermé très rapidement à nouveau dans les chiffres, etc. Et là, il a fallu un Ouais. nouvel événement de vie, séparation, divorce, pour à nouveau me stopper dans ma course qui était une course, un retour au départ, enfin à la manière de fonctionner que j'avais au départ. Et là, j'ai pris du temps. Je me suis écroulé, je me suis posé et j'avais besoin de me reposer. Donc, j'ai pris plusieurs mois pour. Ben là, je sortais d'une boulangerie, travailleur non salarié, pas de droit au chômage, seul avec 4 enfants. C'est pas pour me plaindre hein, que je dis ça. Je me suis appuyé sur notre système social français pour récupérer et commencer à reprendre pied. Alors, j'ai repris pied en marchant. J'avais besoin de respirer, j'avais besoin de m'aérer. Donc, j'étais dans C'est assez symbolique, je trouve. D'accord. Ouais. C'est ce J'aime besoin de bien. marcher, d'avancer, de Ouais, respirer. Je trouve ça hyper symbolique. Mais ouais. au final, tu retrouves ce lien méditatif que tu avais déjà avec ton pain. Oui, mais je crois qu'en fait, c'est ce qui est en filigrane derrière. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé réfléchir, penser et essayer de comprendre. Comprendre mais c'était pas de la réflexion pour réfléchir sans fin, quoi. En fait, ma recherche, c'est une recherche de sens. Et tout mon Oui, parcours jusque maintenant, c'est pour me rapprocher de davantage de sens. Donc, concret au début, très, très pragmatique, chiffre et voilà, cartésien. Je le suis toujours, hein, mais j'ai glissé vers quelque chose de plus vivant et de plus palpable, je vais dire. Et aujourd'hui, je passe à une étape supplémentaire puisque après avoir retravaillé à nouveau en boulangerie, bah, j'ai fait le choix de quitter cette dernière activité il y a une quinzaine de jours, puisqu'en parallèle, je me forme en accompagnement, donc quelque chose que je fais déjà en parallèle. Mais aujourd'hui, je vais chercher des outils, enfin, je vais chercher un autre niveau professionnel pour accompagner avec plus de voilà, finesse, de finesse. utilité. Oui, et voilà, pour répondre davantage aux besoins des gens. Et je tiens je tiens vraiment à la notion d'accompagnement. C'est-à-dire que moi, j'arrive, malgré tout ce que j'ai pu faire ou qui je peux être aujourd'hui, ce que je veux faire transparaître, c'est la notion de bienveillance, d'écoute et de respect. Et surtout d'humilité. Je ne sais rien. Quand j'arrive devant quelqu'un, je ne sais rien. Pas, voilà, je suis tout nu. Et le but, c'est d'écouter et de permettre à la personne de faire émerger ce qu'il y a au fond d'elle. Parce qu'en fait, moi, plus on m'a expliqué
ce que je devais faire. Alors, je l'ai accepté puisque je l'ai suivi, hein. Donc, je ne reproche rien à personne. C'est juste moi qui ai fait ce choix-là, de manière plus ou moins consciente, mais j'ai fait ce choix et je l'assume. Plus on explique à la personne, moins on est proche de la personne. Et que le truc, plus je me suis écouté et plus j'ai accepté de laisser émerger les choses qui étaient présentes en moi. Alors, je n'ai pas fini, hein. Comme tu l'as dit, j'ai encore plusieurs vies. Mais plus je me rapproche de pourquoi je suis là, de la notion de mission et de la notion… Et aujourd'hui, justement, est-ce que tu as réussi à mettre un mot sur cette mission? Ouais, aider. Et aujourd'hui, je pense que de par ma vie, de par mon expérience, de par mon vécu et mon ressenti, mais ce n'est que moi, c'est que moi, hein, ça engage que moi, donc on n'est pas obligé de partager. Mais vous savez, je suis parti ailleurs, je ne sais plus ta question. Je te disais, est-ce que tu as réussi à mettre un nom sur ta mission? Être présent à soi. Et en fait, c'est ma mission par rapport à moi. Et je pense que moi, ce que je souhaite, c'est aider les gens à être présents à eux-mêmes parce que on est, je sais pas comment dire les choses. On est submergé par plein de choses et surtout, on est entraîné dans une spirale qui fait que c'est une sorte de force centrifuge. Plus on accroche la spirale, plus en fait on s'éloigne de son centre. Et moi, ma mission de vie est déjà tournée par rapport à moi-même. Plus je me suis rapproché de mon centre, et la vie a su me mettre des petites claques quand je m'éloignais trop pour me dire recentre-toi, recentre-toi, recentre-toi. Et plus j'ai accepté de me recentrer, plus je me suis épanoui et plus je me suis senti, je ne vais pas dire heureux ou dans le bonheur parce que c'est des notions très subjectives, mais plus je me suis senti bien, simplement bien. Je n'ai pas besoin de choses qui font des feux d'artifice. Oui, bien sûr, ça fait du bien de temps en temps, mais ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de simple, c'est une forme de quiétude, une quiétude qui est en fait une force tranquille. Et aujourd'hui, alors est-ce que c'est ma mission? Je dirais que c'est un petit peu… j'aime pas. En même temps, c'est le mot mission, c'est le meilleur des mots, mais en même temps, je l'aime pas parce que ça fait. J'ai pas envie que ça fasse. Voilà, pour moi, c'est trop. C'est pas assez humble. Mais aujourd'hui, on a tellement à gagner, à prendre du temps et à se poser. Ça ne veut pas dire se couper de la vie, hein. Le but, c'est pas d'être un ermite au fond d'une caverne ou de dire je m'arrête dans l'instant présent et voilà, j'arrête tout. C'est rester en lien avec le monde, parce que le monde avance, parce qu'on fait partie du monde et parce que le monde, il a besoin de nous, mais aller chercher ce qu'on a au fond de soi pour le laisser émerger et accepter d'arroser, de s'arroser pour que ça c'est l'idée de la fleur quoi, qui s'épanouit. Et voilà, on a tous droit à ça, on a tous à la rigueur le devoir de faire ça parce qu'on a des gens, autour de nous qui nous attendent et qui ont justement besoin de ce qu'on sait faire au mieux, de qui on est, pour eux, leur permettre de passer à un autre niveau, à quelque chose d'autre. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je ressens, pas ma mission, j'aime pas ce mot-là, mais j'ai envie de permettre aux gens de faire un petit peu ce que j'ai fait, mais en partant de chez eux, pas en partant de chez moi, quoi. Je veux pas donner de cours, tu vois. C'est là que je suis pas à l'aise pour répondre à la question de mission, mais voilà. Oui, c'est clair, mais ça fait écho chez moi parce que j'aime bien. J'entends souvent quand je dis aux gens, OK, on va commencer par une chose toute bête, c'est quels sont vos besoins, ce que vous voulez, de quoi vous voulez aménager votre vie, comment vous voulez investir votre temps. Et très souvent, j'entends, ah non, non, mais c'est égoïste de penser à soi. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir que commencer par soi, c'est tout le contraire d'être égoïste. À partir du moment où on est bien, il y a un exemple que je prends souvent, c'est dans les avions, quand il y a une dépressurisation de la cabine, on nous dit déjà de mettre notre masque avant de porter secours, ne serait-ce qu'à notre enfant. Parce que si on ne peut pas respirer, on ne peut pas aider l'autre. Et dans ce que j'entends exactement la même chose chez toi, c'est que si nous-mêmes, on s'étouffe, on va avoir beaucoup de mal à aider les autres. On est d'accord. Le message à retenir, c'est prenez soin de vous et vous pourrez prendre soin des autres. Mais l'inverse, ça ne marche pas. Pas dans le long terme. C'est du court terme. Pas dans le long terme.
Et c'est pas constructif et c'est pas, on n'aide pas en fait. Non, on n'aide personne. Voilà, on fait un petit peu de bien, mais on peut faire tellement mieux. Donc ouais, Alors du occupez-vous. coup, du coup, aujourd'hui, tu t'aspires à aider qui et de quelle manière? Alors moi, je me positionne à 3 niveaux de l'accompagnement individuel. Donc, c'est les gens qui viennent comme ils sont et à travailler sur. Soit c'est des gens qui ont des objectifs, et on va travailler sur l'objectif directement avec un plan d'action. Soit c'est des gens qui se sentent bloqués par rapport à quelque chose pour passer à un autre niveau. Et c'est souvent des peurs, c'est souvent des croyances, des choses comme ça. Donc on va travailler dessus. Et puis après, on verra. On verra où ça nous mène, on verra où ça mène la personne, on verra les besoins qui se font jour et les ou pas. Maintenant, plus tard, jamais, je ne sais pas. Et donc ça, c'est mon premier fil directeur. Mon deuxième fil directeur, je réalise des ateliers de quête du sens. Alors moi, je m'adresse à des gens, je suis pas thérapeute en soi, d'accord. Je ne dis pas que je veux balayer le passé, mais je ne viens pas réparer le passé. On vient le soigner éventuellement quand il y a des petites fissures qui restent, mais l'idée, c'est quand même on regarde demain. Moi, je travaille sur le présent et je travaille sur le futur. Sans, sans pour autant ne pas prendre en compte le passé, encore une fois. Mais je ne viens pas réparer le passé. Là, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ça peut être fait de manière concomitante avec une réparation du passé. Mais l'idée, c'est d'aller vers demain. Qu'est-ce que je veux demain? Parce que ce que je serai demain, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est mes choix Tout d'aujourd'hui à qui fait. font que ce sera demain. Donc, on travaille essentiellement sur demain. Donc, c'est de créer des ateliers, ce que j'appelle de quête de sens. Donc, on revisite le passé, on, on décore le passé autrement, c'est d'y mettre d'autres lumières, c'est d'essayer de faire ressortir, voilà, un peu ce qu'on vient de faire là, l'exercice qu'on vient de faire ensemble, c'est quels ont été pour vous les éléments, les tournants, les faits marquants de votre histoire qui ont fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Quels ont été, entre guillemets, les accidents de vie qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes là et on est en train de se parler. Donc ça, alors là, c'est plus de l'accompagnement individuel, c'est de l'accompagnement de groupe, justement pour créer des Oui. synergies et se rendre compte que sur un même événement, par exemple un divorce ou une séparation, un tel a fait telle chose, un tel a fait telle chose, un tel a fait telle chose, et finalement, ce que j'ai pu vivre de manière douloureuse, d'autres l'ont vécu autrement et y ont mis d'autres ressources. Donc, c'est de créer cette approche. Partage d'outils. Ouais. Ouais, partage d'outils, mais partage de vécus différents, d'expériences différentes. Et en fait, la manière que j'ai de penser n'est pas la manière que les autres ont de penser et la manière d'appréhender ce qui se présente à moi. La réalité n'est pas figée, c'est ma vision de la réalité qui est comme ça et quelqu'un d'autre va voir. Hein, je prends l'exemple du caillou, un caillou qui est sur un chemin au soleil. Si je me mets d'un côté, je vais voir le caillou avec une face ombre. Et si je me mets de l'autre côté, je vais voir un caillou qui n'a pas d'ombre et qui n'a que de la lumière. Donc, c'est Ouais. juste une question de placement, de perspective par rapport à une chose, mais par rapport aux événements, c'est la même chose. Donc, des ateliers de quête de sens pour travailler sur ce passé, où j'en suis aujourd'hui, et surtout, qu'est-ce que je veux demain, qu'est-ce que je veux offrir au monde. Là, on va vraiment, c'est la philosophie du truc, c'est d'aller, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux briller demain, qu'est-ce que je veux offrir au monde. Et à la rigueur, si je disparaissais demain, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme cadeau au monde? Voilà. Mm. C'est un travail sur 8 ateliers, sur 8 séances. Et derrière, le troisième axe, c'est on reprend la marche. C'est Ce d'emmener. sont, pardon, excuse-moi, j'ai mes chiens qui aboient. Ça va, le mien est calme. On reprend la marche, on rejoint la notion de marcher, c'est d'emmener les gens marcher en immersion. Je suis dans une région qui le permet, naturelle, campagne et tout ça, où on peut s'extraire de la civilisation, partir sur 5 jours, 4-5 jours, en groupe également, avec utiliser la marche comme vecteur de lâcher prise, comme vecteur d'apaisement, comme vecteur de cohésion de groupe et voilà, bon, après, on marche, c'est immersif, c'est sans téléphone, c'est sans papier, c'est sans crayon, c'est sans bouquin. C'est vraiment une notion de. Voilà, on crée une petite famille pour une semaine, on va se balader, tout l'aspect logistique est géré en arrière-plan.
On part avec son casse-croûte du midi. Le soir, on arrive, on retrouve ses affaires, on est nourri, on est logé. Et puis, il y a des ateliers. Voilà, c'est une immersion dans une jolie région, une immersion dans des jolis groupes et une immersion avec de jolies personnes, c'est-à-dire soi-même, puisque le but, c'est déjà de se retrouver de soi et de s'ouvrir aux autres. Sachant que une chose importante, c'est on part comme ça sur une semaine, mais quand la semaine est finie, on ne se retrouve pas largué dans… Voilà, il y a une notion d'accompagnement derrière qui est proposée et voilà, de possibilité de garder des contacts avec les gens. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, ce n'est pas des one-shots, c'est une notion de continuité et de… Voilà, il s'est passé des choses importantes et riches pendant ce temps-là et derrière, eh bien, il faut faire vivre ces choses-là si on le souhaite, bien sûr. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a 3 ans, on avait organisé avec la partie entreprise pour aller justement décaper, on va dire, un peu l'ego de certains entrepreneurs qui avaient des égos extrêmement forts. On avait organisé dans ta région 5 jours d'affût pour aller voir le cerf et l'ours. Donc, c'était très méditatif, c'était très posé, mais c'est aussi une rencontre avec l'animal qui est très puissante. Parce qu'il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a les peurs qui vont remonter. Donc, ça me parle vraiment de cet aspect méditatif au sein de la marche et puis se retrouver avec soi dans des choses qui sont, je vais dire, simplement humaines. Parce que marcher, ça fait partie des premières choses qu'un enfant sait faire. Oui, et en plus, il se passe plein de choses parce que on est des gens, on n'est pas une tête et un corps, on est un tout. Et enfin, moi, je sais que je fais de l'accompagnement aussi, j'aime bien le faire en marchant. Parce que quand on est dans cette notion, voilà, on est en train de se parler, je suis assis, il ne se passe pas les mêmes choses physiologiquement que si on a la même conversation alors qu'on est en train de se déplacer. Alors, faut pas… Truc tout bête, quand on a envie de se confier à quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Viens, on va marcher un peu. Ouais, absolument. Quand on était, ne serait-ce que si on se rappelle nos années collège ou lycée, quand on avait un secret à confier à notre ami, on le faisait en marchant dans la cour, on ne le faisait pas assis sur un banc. Et moi, je vois dans les accompagnements que je fais, c'est beaucoup plus pertinent quand on le fait, quand on est en mouvement, quoi. Voilà. C'est associé et en plus, au-delà des mots, enfin, au-delà des actions, c'est très emblématique. Mais je veux dire, si je veux mettre du mouvement dans ma vie, si je veux changer des choses, la meilleure manière de le faire, c'est de commencer par mettre du mouvement dans le présent quand je suis en train de travailler sur le mouvement que je veux mettre. C'est ça. Et voilà, donc… Puis en plus, ça s'incruse dans le corps, ça fait une mémoire. Tout à fait. Le ressenti n'est pas du tout le même, oui. Tout à fait. Et puis la vie, c'est du mouvement, c'est des va-et-vient. Donc voilà, le cercle est bouclé, je dirais. On tourne. Écoute, Olivier, je te remercie beaucoup. Vous pourrez retrouver les coordonnées d'Olivier. Je ne sais pas si tu as un site internet, je sais que tu as une page LinkedIn. Alors, j'ai une page LinkedIn, j'ai un profil sur Facebook, j'ai un site internet qui va changer, mais bon, le lien reste le même, donc j'ai tout ça, je peux donner tout ça. Voilà, donc vous retrouverez tout en dessous de la vidéo. Est-ce que tu as une devise à partager? Ouais. Te prendre pour. Non, oui, un peu. C'est pas grave, j'ai inventé. Faut arrêter de se poser des questions. Demain, c'est aujourd'hui. C'est ça. Et plus on prend le temps, et moins on ira loin. Donc, c'est dommage. Après, merci beaucoup. On a libre arbitre, on choisit. Voilà. Merci beaucoup pour ce super échange. Merci à toi. Au revoir à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre homme. Et oui, j'ai de la chance. J'ai réussi à attirer les hommes pour parler de la quête de sens qui est relativement rare et du changement de vie. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'appareil, un changement de vie assez impressionnant qui est passé d'un métier très masculin à un métier beaucoup plus tactile.
Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous remercie. C'était Patricia Linty pour le blog de la coach et je reste évidemment disponible. Mes coordonnées sont en dessous. Comme chaque mois, on ouvre un groupe toujours la première semaine du mois, de 6 personnes qui sont en quête de sens et qui ont besoin de se reconnecter à soi. Vous connaissez la démarche, il y a un lien en dessous, vous vous inscrivez sur le calendrier et on s'appelle. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.